Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Atelier de la Performance. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benjamin Maz, actuellement directeur technique national de la Fédération française de triathlon. Pour commencer, on voudrait que vous parliez un peu de votre parcours, parce qu'on l'a dit, vous venez d'être reconduit en tant que DTN à la Fédération française de triathlon, mais avant ça, vous êtes passé par un Master STAPS, par des concours aussi, puis par la Fédération de cyclisme. Donc on voudrait un peu faire le point sur les différentes missions que vous avez exercées auprès de ces fédérations. D'accord. Alors mon parcours universitaire, après un DUG à l'Université de Marne-la-Vallée, j'ai rejoint l'INSEP sur une licence entraînement sportif en 2005, 2004, voilà, pour une licence entraînement sportif. Après que j'ai poursuivi avec la masterisation, le LMD, pardon, Master 1, là encore une fois orienté expertise de la perf à l'INSEP. Et en parallèle de ce master, j'ai passé le concours de professeur de sport que j'ai réussi. Donc, je n'ai pas poursuivi plus loin le master, rentrant à la Fédération de triathlon au 1er novembre 2006 sur des missions de développement. Mais j'avais toujours cette appétence sur l'expertise de la performance. Donc, c'est un, c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu vraiment mettre un peu plus les mains dans le cambouis sur tout ce que on appelle expertise, objectivation des niveaux de performance, parce que du coup, l'entraîneur national olympique de l'époque avait son ordinateur qui avait donc disque dur avait explosé, donc il n'avait plus du tout les résultats des compétitions internationales, et ça m'avait permis en quelques jours de construire toute une base de données de résultats qui permettait justement d'offrir un support d'aide à la décision sur la sélection pour les Jeux Olympiques de 2008. En tout cas, de pouvoir avoir une base de données fiable qui permettait de comparer les résultats des uns et des autres. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité en 2009, la directrice technique nationale de la Fédération de cyclisme m'a proposé de coordonner le service d'expertise et d'optimisation de la performance à la Fédération française de cyclisme. L'objectif était d'accompagner toutes les équipes de France olympiques, de se focaliser sur le cyclisme sur piste, le BMX et le VTT qui étaient des forts potentiels de médailles olympiques, et d'avoir trois missions principales. La première étant de répondre aux demandes des entraîneurs nationaux sur tout ce qui pourrait permettre l'amélioration des performances de ces disciplines olympiques, quel que soit le champ d'application, que ce soit de la mécanique, de la physiologie, de la psychologie, de la nutrition, tout y passait. L'idée étant que moi, je puisse qualifier ces demandes des entraîneurs pour pouvoir aller chercher des experts pour y répondre et faire des préconisations, connaissant à la fois le monde de la recherche, le monde de la science et puis le monde des entraîneurs. J'étais en quelque sorte le traducteur et puis la personne qui allait qualifier, traiter et puis accompagner cette demande des entraîneurs. Le deuxième pan de ma mission était dans l'autre sens, c'était d'aller faire des propositions à destination des entraîneurs sur les différents facteurs de performance. Ça pouvait être, là encore une fois, sur tout le champ, de la nutrition, analyse vidéo, analyse statistique, etc. Faire des propositions d'amélioration. Et le troisième pan, c'était un pan sur la veille stratégique, à la fois sur les facteurs de performance, donc là, on va dire un peu plus connecté au monde de la recherche, mais aussi plus largement sur la concurrence, sur les systèmes de qualification, de sélection, d'accompagnement des sportifs à l'étranger, chez nos concurrents directs. Donc, c'était un vaste champ d'intervention très, très plaisant à occuper. J'ai occupé ces fonctions de 2009 à 2012 à l'issue des Jeux Olympiques de Londres. Et après les Jeux Olympiques de Londres, face à l'incertitude de politique, j'ai eu la possibilité d'avoir un bond de sortie. J'ai rejoint à nouveau la Fédération de triathlon, mais là uniquement sur la partie haute performance en tant qu'adjoint au DTN en charge des équipes de France. Dans les premiers mois, un focus particulier sur aussi l'expertise et l'accompagnement scientifique à la performance, avant d'être nommé adjoint au DTN en charge des équipes de France en mars 2013. Mission que j'ai occupée jusqu'en juin 2017, à l'issue des Jeux Olympiques de Rio. Et j'ai postulé sur le poste de DTN et j'ai été nommé au mois de juillet 2017. Voilà pour un point exhaustif Ah oui, en c'est très essayant d'être complet. synthétique. C'est très complet, merci. Ok, ok. Et comment vous pourriez différencier les missions que vous avez eues au sein de la Fédération française de cyclisme
avec celles qui sont menées à la Fédération française de triathlon dans le cadre de l'accompagnement scientifique à la performance? Bon, il n'y a pas grand changement, c'est-à-dire c'est un peu les mêmes ingrédients on va dire, du succès. C'est la base sur l'accompagnement scientifique, à mon sens, elle est sur la caractérisation de l'activité, c'est-à-dire d'être bien au clair sur ce qui se passe sur l'activité sportive. Qu'est-ce que c'est que un cyclisme sur piste, l'effort en vitesse individuelle, ou là, pour le coup, en triathlon ou en paratriathlon, qu'est-ce qui se passe vraiment pour pouvoir gagner les courses, qu'est-ce qu'il faut faire pour être top 1, top 3, top 8, top 16, caractériser cela pour pouvoir être sûr de parler de la même chose. Voilà, en triathlon, par exemple, avant 2006, avant qu'on mesure les parcours avec une roue de géomètre, on estimait qu'on se fiait aux données de la Fédération internationale, à savoir que, par exemple, c'est 10 000 mètres à pied, 10 km. Bon, on s'aperçoit qu'en mesurant avec une roue de géomètre, on n'a pas tout à fait cette même distance. Ça peut varier de parfois 10 mètres, ce qui est anecdotique, à 200 mètres, ce qui est moins anecdotique. Et donc de sortir de données subjectives, de pouvoir les objectiver, et donc de savoir quelle est la vitesse de déplacement plutôt que le temps. Voilà, on a aussi le développement d'outils, notamment les capteurs de puissance, des outils embarqués qui nous permettent de pouvoir améliorer ce travail, être plus précis, plus fin là-dessus. Et après, du coup, partant de cette base-là, une fois qu'on se met d'accord sur qu'est-ce qu'il faut pour atteindre le meilleur niveau, qu'est-ce que font les athlètes, ça nous permet de pouvoir mieux identifier les leviers d'action, là où on peut intervenir pour pouvoir l'améliorer, cette performance, la comprendre, et puis du coup, construire le modèle de performance. Et au-delà de ça, ce qui est très intéressant pour les fédérations, c'est le chemin de progression que doivent suivre les jeunes sportifs, et quel est le bagage qu'ils doivent avoir, qu'ils doivent développer, parce qu'on sait qu'il y a aussi des moments clés dans la construction d'un sportif où on peut avoir une augmentation plus forte de valeurs physiologiques, de valeurs mécaniques, de valeurs psychologiques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser tout ça tout en restant toujours alerte, c'est-à-dire que le sport évolue très vite, et donc il faut pouvoir rester agile, même si on doit projeter la préparation de sportifs dans 10 ans, quoi. Donc, les ingrédients sont un peu les mêmes. Et c'est l'un des facteurs clés, en fait, il est dans l'appropriation de ces savoirs, de ce qui peut sortir comme tendance, et dans cette appropriation par le couple sportif-entraîneur et de sa mise en œuvre. Voilà, si on prend un focus particulier sur le thème du moment, qui est avec la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, la chaleur, pour un certain nombre de disciplines, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper, de bien appréhender l'impact de la chaleur sur tous les facteurs de performance, être suffisamment bon dans la connaissance de notre activité pour après faire les choix et les préconisations, parce qu'il faut permettre à ces sportifs et entraîneurs d'avoir des aides au choix, en fait. On ne peut pas se permettre que tout le monde lise 30, 40 revues scientifiques ou autres. Il faut pouvoir aller expertiser ça pour ce public particulier que sont les sportifs de haut niveau. Et au sein même des sportifs de haut niveau, c'est tel ou tel profil, regarde de son histoire, de sa construction, qu'est-ce qui est le plus adapté. Ok, parfait. Transition toute trouvée, parce que vous parlez de la chaleur. La question suivante, c'était un peu celle autour des champs d'intervention qui sont aujourd'hui des points de focalisation particuliers en triathlon. Donc, les champs disciplinaires où vous avez peut-être un peu plus enfin, là où vous creusez particulièrement les choses, là où vous essayez de trouver des caractères, de l'objectivisation avec un accompagnement particulier. Si vous pouvez un peu nous parler de ça. Ouais, bien sûr, la préoccupation majeure, c'est la chaleur, parce qu'il y a la préparation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'y prépare, comment est-ce qu'on anticipe, avec une forte dimension physiologique, mais pas que, puisqu'elle est aussi le focus, il y a derniers temps, la porte d'entrée a été physiologique, parce que c'est un facteur important de la performance en triathlon. Et puis, on resserre aussi sur la dimension cognitive, parce que c'est avoir la lucidité, voir l'impact de la chaleur sur ces aspects-là, ces fonctions cognitives qui sont importantes d'une manière générale dans le triathlon et le paratriathlon, et peut-être un peu plus prégnantes sur certains moments clés de ces activités, et aussi
et surtout en triathlon relais mixte, puisque une discipline plus courte, à peu près 20 minutes par athlète, avec des moments où il faut être capable d'être lucide pour faire les meilleurs choix, notamment stratégiques, attaquer, contre-attaquer, se positionner au bon endroit dans des laps de temps extrêmement réduits. Et donc là, on sait que la chaleur peut, de manière très considérable, amenuire les fonctions cognitives. Donc voilà, c'est un peu le focus du moment. Et après, on a le travail, on va dire, plus de fond sur les dimensions majeures du modèle de performance en triathlon, et notamment comment est-ce qu'on peut aussi mieux utiliser les datas dont on dispose pour pouvoir, sans nier la complexité, bien entendu, bien au contraire, c'est sans nourrir de la complexité, mais pour autant dégager des axes forts et simples sur lesquels focaliser l'attention du binôme sportif-entraîneur. D'accord, très bien. Si on en revient à un regard un peu plus global de ce métier-là, quelle serait votre définition à vous de l'accompagnement scientifique à la performance, qui est un thème assez spécifique et utilisé surtout à l'INSEP, mais dont s'inspirent la plupart des rôles d'optimisation de la performance dans les fédérations? Même si vous, finalement, enfin, d'après ce qu'on a repris, dans le titre à la FFC, il n'y a pas le mot scientifique, c'est suivi de l'expertise d'optimisation de la perf. Et à la FF3, c'est un peu ce que vous appelez appui expertise, mission d'appui expertise à la performance. Enfin, c'est pas tout à fait la même nomenclature, mais quelle est la définition de ce métier-là, de ce rôle-là pour vous? Oui, je pense que nos origines peuvent orienter sur les appellations qu'on va donner après. Je pense que on a parfois la facilité d'opposer des blocs, d'opposer des approches, donc le monde de la science versus le monde du terrain, le monde des entraîneurs, de l'empirisme versus le monde des laborantins ou des chercheurs hors sol. Donc, bon, voilà, moi, il y avait une histoire aussi au cyclisme avec une forte prégnance du monde universitaire et la volonté à ce moment-là, en 2009, d'évoluer un peu, en tout cas de s'affranchir un peu plus de ça et de s'assurer de défendre les intérêts sportifs. Voilà, moi, par mon histoire et par ma position, agent de l'État placé auprès d'une fédération sportive dont l'objectif, c'est l'obtention de médailles olympiques et paralympiques, mon objectif n'est donc pas la publication de données scientifiques ou autres. Ça peut participer à une meilleure connaissance et à une valorisation du travail qui est fait par cette fédération et par ces agents qui sont des agents du ministère, mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est bien celle d'obtenir des médailles dans un cadre éthique et responsable. Donc, je pense que c'est ça aussi qui oriente. Moi, je n'ai pas d'appétence particulière à mettre en avant la dimension scientifique dans son appellation, parce que par les représentations des uns et des autres, elle peut être clivante, elle peut être bloquante éventuellement. Et je crois que l'une des valeurs clés d'un accompagnateur de la performance, d'un sport scientist, appelons-le comme on le souhaite, elle est justement dans le savoir-être et dans cette dimension d'empathie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir il y a des choses qui sont éminemment complexes, des processus physiologiques, ne serait-ce que la production d'énergie. Voilà, quand on parle de fonctions cognitives, c'est des choses qui sont extrêmement complexes, où la motricité, par exemple, on voit bien qu'en robotique, avoir un robot qui attrape un verre d'eau pour l'apporter à un équivalent de bouche, c'est extrêmement complexe parce qu'il faut gérer la pression, l'articulation de tout ça. Et pourtant, c'est un geste que l'on fait, nous, de manière très, très naturelle et simple. Pour celles et ceux qui ont des enfants en bas âge, on voit bien que ce n'est pas si simple que ça de pouvoir gérer ça, en fait. Donc, c'est des apprentissages qui sont très longs. Je suis allé très, très loin, tout ça pour aller sur le fait qu'en fait, de mon point de vue, c'est une aide. C'est une aide, c'est des personnes qui doivent être capables de comprendre l'environnement dans lequel se situe le sportif, son entraîneur, qui est ce binôme fort, avec derrière aussi un entraîneur national dont les rôles et missions sont un petit peu différents de l'entraîneur, qui vise à rendre le sportif le plus performant possible.
l'entraîneur national ou le sélectionneur ou le DTN, en fonction des organisations de chacun, lui vise à faire en sorte qu'il y ait un Français sur le podium ou des Français sur le podium, et notamment sur la plus haute marche du podium, quel que soit le nom de ce Français, et d'accompagner tous les profils possibles. Et donc, c'est d'aller chercher et de synthétiser tous les savoirs qui permettent que ces savoirs soient finalement scientifiques ou expérientiels, mais qui permettent à tout un chacun de gagner le plus de temps possible ou qui permettent d'éviter les erreurs majeures, même si on sait que l'apprentissage par essai-erreur est quand même aussi quelque chose d'important. Donc voilà, la science est un des forts piliers qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître pour pouvoir, à mon sens, être performant dans cette mission d'accompagnateur de la performance. Mais ce n'est pas le seul, et ça nécessite, du coup, à mon sens, une grande ouverture. D'accord. Donc, par rapport à ce terme scientifique, vous ne diriez pas qu'il vous éloigne du terrain, mais au contraire qu'il peut apporter beaucoup et qu'il faut apprendre à faire avec, c'est ça? Je crois que l'important, c'est pas de se construire en rupture, d'après ce que vous venez de me dire. Exactement, non. Il faut s'en nourrir de la science. En fait, il faut surtout la comprendre. Il faut savoir comment elle est faite, comment elle est réalisée, comment lire déjà des publications scientifiques, être capable d'être critique par rapport à ça, savoir identifier les limites d'une étude scientifique par rapport à un protocole, par rapport à une population, par rapport à un moment dans lequel c'est fait, et donc d'avoir ce recul nécessaire. Pour avoir ce recul, à mon sens, il faut en avoir été imprégné, avoir expérimenté ça, qu'est-ce que c'est que la science, comment ça fonctionne, comment on fait une étude scientifique, pour pouvoir du coup mieux se rendre compte et à mon sens, casser les distances qu'il peut y avoir entre certains acteurs, entre ces acteurs-là. Donc ouais, la science, c'est à mon sens, dans le background, dans le bagage que doivent avoir des personnes qui interviennent sur, encore une fois, sport scientist, accompagnement scientifique à la performance, on l'appelle comme on le veut, mais en tout cas qui sont là en proximité des acteurs directs de la performance. Ils doivent avoir cette formation et ce bagage-là, mais surtout, à mon sens, l'esprit critique, parce que l'approche de la performance, elle est holistique. Et si on prend l'exemple du cyclisme sur piste qui peut sembler être fortement déterminé par une dimension de puissance, de biomécanique et autres, on n'aurait pas besoin d'humains en fait, et d'entraîneurs et d'assistants d'ASP ou de sport scientist. On aurait juste besoin d'ordinateurs. Si la performance n'était qu'uniquement mécanique, alors, heureusement, et c'est ce qui est plaisant, elle est plus complexe que cela. Il y a une forte prégnance mécanique et biomécanique, c'est certain, mais l'important est de pouvoir faire justement la bonne symbiose de toutes ces dimensions-là. Ok, parfait. Ça fait lien, parce que du coup, les questions débordent un peu les unes sur les autres et vos réponses sont très complètes, donc on rejoint un peu ce qu'on voulait dire ensuite. Mais est-ce que du coup, on observe en France et dans d'autres pays d'ailleurs que ces considérations autour des questions scientifiques, de l'accompagnement, sont pas forcément traitées à la même hauteur en fonction des cultures, des activités, peut-être, enfin, des fédérations. Et en cela, est-ce que vous pensez que la valeur ajoutée qu'apporte l'ASP, est-ce qu'elle est aujourd'hui indispensable dans un projet de haute performance, en tout cas au triathlon? Je pense que quelle que soit la discipline, elle est indispensable. Elle est indispensable. Certains le font sans le nommer comme ça, ASP. À mon sens, c'est un outil essentiel. On ne peut pas, à mon sens, aujourd'hui, mener un projet de performance olympique ou paralympique d'envergure sans avoir des personnes qui investissent ce champ-là et qui sont vraiment en support. C'est pour moi une fonction support essentielle. C'est-à-dire que pour pouvoir définir des tendances et permettre d'orienter la formation des jeunes éducateurs et des jeunes sportifs pour pouvoir, 10 ans plus tard, être éventuellement champion olympique ou champion paralympique ou championne paralympique. Il faut savoir du coup par où il faut passer. Les Anglais appellent le pathway avec ses balises, ses repères, qui ne sont pas là pour enfermer ou pour dire si tu ne fais pas ça à tel âge, ce n'est pas possible. C'est des tendances fortes. Ça doit être un système qui doit être libérateur en fait, mais qui ne doit pas mentir, qui doit objectiver les choses.
Il serait certainement utopique de penser qu'un sprinter de 100 mètres de 18 ans, homme, si sur le 100 mètres, il court en 13 secondes et qu'il est déjà sur une charge d'entraînement de 22 heures par semaine, c'est illusoire de penser qu'il puisse être champion olympique. On connaît aujourd'hui ce qui est demandé là-dessus. Donc, à mon sens, ça doit pas enfermer, mais ça doit justement bien identifier les choses pour pas qu'il y ait d'incompréhension ou de mauvaise expertise en fait. Je pense que ce que l'on ne comprend pas, ce qu'on n'arrive pas à identifier ou à expliquer, c'est juste qu'on n'a pas encore l'a pas encore compris ou identifié. Et les modèles de perf sont des modèles très dynamiques, quoi. Ils sont vivants puisqu'ils bougent au regard de chaque performance qui est réalisée jour après jour, quoi. Donc, ouais, pour moi, si on veut rester performant et être performant, c'est impératif de pouvoir s'appuyer dessus. Et c'est d'ailleurs le mouvement qui est suivi par toutes et tous, toutes les organisations. La question après, c'est de savoir quelle place ça a et quelle est la prégnance dans le circuit de décision. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'organise hiérarchiquement, on va dire, ce rôle dans l'accompagnement des athlètes aujourd'hui à la Fédération française de triathlon? Oui, le positionnement au sein de la Fédération de triathlon, il est clair, je l'évoquais tout à l'heure, c'est pour moi une fonction support. C'est-à-dire que c'est un support notamment aux équipes de France et aux responsables des équipes de France, aux entraîneurs nationaux, aux responsables du projet de performance fédérale et aussi à la question au domaine de la formation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est support qu'on est uniquement en réponse à des commandes, mais c'est là où il est essentiel d'être critique et d'être force de proposition, de faire preuve d'initiative. À la fois par, à mon sens, la veille qu'il faut mener sur l'ensemble des champs qui peuvent éclairer, qui peuvent faire évoluer la performance, mais également sur les process et les organisations que l'on fait. C'est essentiel de pouvoir avoir cette double dimension et même d'aller questionner, d'aller chatouiller, d'aller perturber à certains moments les modèles, les façons de bosser, quoi. C'est essentiel. Par contre, d'accepter qu'à certains moments, on ne laisse pas forcément la parole ou la possibilité d'aller dans un champ qu'il faudrait. Si on est à 6 mois, par exemple, ou 6 semaines de Jeux Olympiques et qu'il y a une évolution majeure sur tel ou tel champ, mais que son appropriation et l'impact dans l'accompagnement des sportifs et des entraîneurs serait trop perturbant, il faut accepter du coup de remettre ça à plus tard. C'est là où il faut avoir la maturité pour se dire qu'il ne faut pas partir tout feu, tout flamme sur toutes les évolutions, par exemple technologiques ou en matière de méthode d'entraînement ou autre. Il faut être très intéressé par ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quels sont les mécanismes sur lesquels ça s'appuie? Tiens, il y a de longues années, vous aviez ces bracelets Power Balance, ça s'appelait, c'est ça? C'est un effet de mode, donc à mon sens, par exemple, c'est d'aller chercher. Tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des bases scientifiques ou pas? Est-ce que c'est du bullshit ou pas? Mais il y a en tout cas un truc intéressant, c'est l'effet placebo, qu'il faut aussi aller questionner là-dedans. C'est qu'à un moment donné, si le sportif est persuadé que grâce à ça, il va être performant, ça pose des questions éthiques, bien sûr, mais si on est à 2 semaines d'une compétition majeure des Jeux Olympiques et qu'il est persuadé que c'est grâce à ça qu'il va être champion olympique, est-ce que l'ASP, ou appelez-le comme on veut, doit venir pour dire mais ça c'est nul, ça ne sert à rien, ça ne va pas te rendre plus performant? C'est une question que je laisse libre chacun de répondre. Très intéressant ça. Très intéressant. Pour la question suivante, finalement vous êtes arrivé en responsabilité à la FF3 avec quelque part cette fibre un peu de l'intérêt du support scientist, enfin on l'appelle comme on veut. Est-ce que vous pensez que le DTN il a dans une fédération du coup un rôle important dans cette façon dont il voit l'ASP et du coup il est influent sur la façon dont ça s'organise dans sa fédération? Bien sûr, le DTN il est très influent sur toute son organisation et ce qui va être plus ou moins prédominant dans l'organisation et dans la façon d'arbitrer éventuellement des prises de décision.
C'est la hauteur à laquelle c'est posé, c'est à la fois les moyens qui sont consacrés, qu'ils soient humains ou financiers, et c'est le fait d'insister ou pas sur la prise en compte de ces facteurs. Très clairement, on a toujours été sensible, le précédent DTN, Franck Billet, et puis moi, sur ces questions-là, on a pu progressivement en fait, faire évoluer notre organisation pour consacrer aujourd'hui beaucoup plus de ressources humaines sur ces sujets-là, mais aussi de place dans nos prises de décision ou dans nos modalités d'organisation, quoi. C'est dépendant bien sûr des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H là-dessus. Et à mon sens, ça dépend essentiellement j'insiste beaucoup, mais sur le savoir-être qui est l'élément majeur sur ce type de fonction. C'est-à-dire qu'on a beau avoir toutes les compétences techniques, scientifiques ou autres, si on est un peu moins performant sur la dimension relationnelle, empathique, pédagogique, c'est plus qu'urgent d'aller la travailler, la développer. C'est qu'on peut être un expert mondial sur un point. Il faut accepter de se remettre en question là-dessus. J'ai un exemple que j'aime bien citer. Il y a quelques années, quand j'accompagne les équipes de France de VTT, on a un expert qui parle de l'osmolarité de la boisson à une jeune VTTiste qui décroche forcément. Parce que ça existe. C'est pas un mot qu'elle peut comprendre. C'est pas c'est bien trop complexe, quoi, de dire tiens, il faut que tu boives parce qu'il fait chaud et que du coup tu te déshydrates et tu vas être moins performante, moins lucide, donc tu vas faire des mauvais choix et donc tu vas être moins performante. Là, elle va comprendre directement. Surtout si on peut s'appuyer sur des erreurs qu'elle a pu faire dans le passé ou que d'autres sportifs ont pu faire. C'est juste essentiel et vital. Et accepter qu'à certains moments, les sportifs se trompent. Et besoin de se tromper pour accepter. Et donc, il faut accepter que tous, on ait besoin de se tromper, mais aussi les ASP. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se faire son expérience là-dessus, se casser un peu les dents, penser qu'on a la réponse et que c'est ça qui va permettre à tel ou tel sportif d'être champion olympique et en fait se rendre compte qu'on est peu de choses là-dessus, quoi. Okay. Et en dehors du cadre de la Fédération française de triathlon, comment est-ce que vous envisageriez de répandre cette fonction d'ASP ou d'accompagnateur à l'optimisation de la performance? Excuse-moi, je me suis perdu dans mes idées dans votre question, Yanis. Si vous étiez à notre place et que vous n'aviez pas un rôle quelque part dans une fédération ou dans une équipe, comment est-ce que vous envisageriez de répandre l'accompagnement scientifique à la performance? Vos meilleurs conseils en quelque sorte, quoi, si vous avez, pour progressivement prendre sa place dans un système. C'est une excellente question. C'est une très bonne question. Je crois que la clé, c'est la rigueur. On est dans un champ qui est le champ sportif est parfois très empreint du culte de l'oralité. Et il est, à mon sens, impératif de pouvoir aller sur des éléments plus carrés d'un point de vue méthodologique. Il faut appréhender le fait que justement il y a un culte de l'oralité, qu'on on est un peu réfractaire au fait d'écrire, de produire, de coucher les choses sur le papier. Donc il ne faut pas non plus venir avec la volonté de produire des rapports de 40 pages, d'avoir des protocoles très resserrés ou très contraignants ou autres. Mais en tout cas, à mon sens, c'est la clarté du discours, la clarté des idées et la capacité à pouvoir modéliser et formaliser les choses de manière intelligible, qui est un facteur clé pour s'intégrer, pour proposer une démarche d'accompagnement d'ASP, ou en tout cas, c'est les conseils que je pourrais donner à des étudiants sur cette approche-là, c'est d'être capable d'être bon sur ces points-là. C'est de dire, d'expliquer, quelle est la commande que vous me passez, donc on est d'accord là-dessus, voilà les propositions que je vais faire, comment je vais travailler, quand est-ce qu'on se revoit et comment est-ce qu'on évalue ça. Il faut pas, c'est là où ça demande de la finesse sur la savoir-être, c'est-à-dire qu'à certains moments, il faut pouvoir être assez impactant, en tout cas ne pas lâcher sur ces points qui sont essentiels pour justement la transformation de ce qu'on peut apporter dans des actions concrètes, et puis sur d'autres points, accepter justement de lâcher, de lâcher du lest.
parce qu'on est bien là sur des changements de pratiques professionnelles ou de croyances sur certains points. Si, par exemple, on parle pour les disciplines d'endurance, le fait d'insister sur l'utilisation de la musculation, même si c'est des choses qui sont finalement assez anciennes et qui ont été développées, argumentées, démontrées depuis longtemps sur l'apport, par exemple, de musculation lourde sur des disciplines d'endurance ou l'intérêt de l'entraînement polarisé ou un certain nombre de choses, l'entraînement, l'intérêt de la préparation mentale dans toute performance. Il faut accepter qu'il y ait des croyances, qu'il y ait la nécessité de prendre le temps pour changer ces choses-là, quoi. Donc voilà, il faut surtout pour moi être plein d'un enthousiasme qu'il faut être capable de modérer à certains moments. Et ça demande aussi un dernier point, c'est la réactivité. On est dans le sport de haut niveau. Les entraîneurs n'appréhendent pas forcément parfois tout ce que ça peut demander comme travail, comme masse de travail. Quand je vous prends cet exemple, il y a plus de 10 ans, quand l'entraîneur national pète son disque dur et n'a plus les résultats des compétitions internationales, il y a peut-être 60-70 courses, fois hommes-femmes, à pouvoir compiler, traiter, analyser. Ça demande, c'était des centaines d'heures de travail. Mais la demande, elle est du jour au lendemain, quoi. Donc, il faut être capable aussi d'être très objectif et très honnête là-dessus pour pouvoir expliquer les choses, pour que chacun prenne ses responsabilités, quoi. Parfois, du coup, l'entraîneur, en fait, du coup, ça le fait rentrer, ou les dirigeants, le DTN, le responsable X ou Y, au regard de ce que ça peut demander comme ressources, va dire si ça vaut le coup ou pas d'y aller, quoi. Et parfois, on est capable d'investir des centaines d'heures pour des dizaines de secondes parce que c'est déterminant, et pour d'autres choses, on va juger que c'est pas pertinent ou que c'est pas le moment et qu'il faut attendre éventuellement qu'on va lancer ces travaux de fond pour la prochaine Olympiade. Merci pour ces précieux conseils qu'on note. Ça vous donne une bonne piste de réflexion. Juste une dernière question. On a parlé un peu du lien à rapprocher le terrain et ce que peuvent faire les support scientists. On vient de voir que la fédération a communiqué sur des dates avec des présentations, notamment d'un des doctorants de la fédération dans les prochains jours. C'est important aussi de mettre en libre accès, parce que finalement, n'importe quel licencié, ou même sans être licencié, d'ailleurs, on peut assister à ces informations. Puis il y a une série de webinaires déjà qui a été fait ces derniers mois, on va dire, avec le traitant. C'est important aussi, ça compte dans l'aspect formation. Oui, pour moi, c'est un axe primordial. C'est la transmission, la diffusion, la transmission et l'appropriation des savoirs qui sont issus des travaux que l'on peut faire. Ça, c'est vital parce que c'est une grande richesse qu'on crée et qu'il faut pouvoir diffuser. Alors, c'est délicat parce que quand on est sur des choses assez pointues, qui peuvent donner un avantage stratégique par rapport à des concurrents internationaux, il est des choses qu'il faut diffuser de manière très précise, à dose homéopathique ou pas d'ailleurs. Et c'est là-dessus où parfois, avec la science, on peut parfois avoir des approches différentes. Je me souviens de discussions avec des personnes qui sont plus sur le champ scientifique et moins sur la partie d'appréhender ces éléments, on va dire, stratégiques et sportifs, qui disent, génial, ça peut faire des sacrées publications et autres. Encore une fois, quel est l'objectif? Moi, mon objectif, il est de gagner des médailles, et pas de faire des publications scientifiques X ou Y, ou par exemple que ça rejaillisse, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est les données que l'on a sur nos sportifs, avec en plus aujourd'hui une population relativement performante, des champions du monde en triathlon, en paratriathlon, en relais mixte. On a beaucoup de données qui sont de valeurs qui sont uniques en termes de valeur, mais que nous ne souhaitons à aucun moment publier, justement parce que nous souhaitons éviter que nos camarades étrangers puissent du coup s'appuyer dessus. Par contre, bien sûr, l'idée, c'est de faire grandir. Si je peux faire grandir tous les entraîneurs de triathlon, voire même d'autres disciplines français, oui, il ne faut pas s'en priver. Par contre, il faut s'assurer que les canaux de communication soient les bons,
de s'assurer que les modalités de présentation soient les bonnes, soient bien adaptées. Parce que finalement, ce que fait Vincent Louis, double champion du monde, ou Alexis Quincan, triple champion du monde en paratriathlon, est-ce que tout ce que l'on a comme savoir qui sont issus de l'analyse de ces sportifs sont vraiment utiles pour l'entraîneur d'un minime dans un club régional? Voilà, c'est une bonne question. Mais en tout cas, à mon sens, ça doit nourrir de manière impérative la formation et l'accompagnement des entraîneurs. Mais moi, je défends des formes différentes, c'est-à-dire de sortir des formes, on va dire, plus universitaires, plus classiques. Et on a eu ces dernières années pas mal de formations qui voyaient les choses autrement, c'est-à-dire que les accompagnateurs, les formateurs venaient sur le terrain à la rencontre des entraîneurs de ce qu'ils font pour éventuellement leur donner, leur faire des apports supplémentaires, mais aussi pour voir et caractériser ce qu'ils font. Je me souviens d'échanges extrêmement passionnants avec l'entraîneur d'un multiple médaillé olympique en athlétisme et qui accompagnait un triathlète où on parlait et donc je donnais plutôt on va dire la dénomination un peu scientifique ou technique d'une approche d'entraînement. Et lui, il dit, moi je m'en fous, j'en fais pas ça. Et en discutant avec lui sur qu'est-ce qu'il fait, mais il en fait en fait de cette approche, de cette dénomination technique. Mais quel est l'important? Est-ce que c'est d'insister pour dire non, tu fais bien cette approche technique scientifique, ou en fait tu fais bien ton boulot parce que tu as compris ces mécanismes complexes, parce que ça fait des années que tu t'entraînes et que tu as compris finalement qu'est-ce que c'est qu'une VO2 max, comment on la développe, qu'est-ce que c'est un seuil lactique, etc. Et comment est-ce que tu combines tout ça, comment tu gères bien ce gros mécano pour permettre à tes athlètes d'être performants sur leur discipline, quoi. Je crois que c'est clé. C'est rassurant d'avoir des dénominations, d'avoir des cases, mais à certains moments, il faut être capable de les éclater ou de sortir ou de les appeler autrement. L'important étant que les gens mettent en œuvre ces principes qui sont sortis. Donc ouais, ces webinaires, ils sont riches, ils sont intéressants et il faut en profiter. Parfait. Merci beaucoup. On a fait le tour des questions qu'on souhaitait vous poser. C'était vraiment très enrichissant. Je pense qu'on partage le constat avec Alice. Donc merci pour votre temps. C'était vraiment intéressant.